Tout peut durer, c'est vraiment une ode à l'espoir, à l'humanisme, cette idée de continuer à croire que des sujets nous rassemblent. Aujourd'hui, on est extrêmement divisés. Réussir à trouver un vin qui rassemble, effectivement, peut-être le champagne. Que le champagne, moi, m'évoque des purs moments de bonheur et des purs moments de rassemblement qui sont les mariages, les naissances, les moments très importants. Et d'ailleurs, je pense que j'ai ouvert du champagne quand l'album est sorti. Aujourd'hui, faire un album avec 12 musiciens, avec 3 paroliers, avec plusieurs réalisateurs artistiques, dont moi-même, c'est 2 ans et demi, 3 ans de travail. Et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de savrer le champagne et de fêter ça et d'être ensemble. Et cet album, c'est ça. Hello les Glouters, j'espère que vous allez bien. Et si nous décidions de n'écouter plus que notre cœur, que ferions-nous, ici et maintenant, comme si tout pouvait durer? Je vous le demande. Ne serait-ce que 5 minutes, tiens, avec légèreté, quel vinyle aimeriez-vous déposer sur votre platine? Quel vin aimeriez-vous déguster? En voilà des bonnes questions et vos réponses en commentaire. C'est en tout cas une thématique que soulève notre invité du jour dans son merveilleux et nouvel album nommé Tout peut durer, que je vous recommande évidemment chaudement d'écouter. Alors vous me voyez arriver, pour cette nouvelle émission, je vous propose de découvrir ce que le vin dit d'eux, Victor Solf. Et quel honneur, quel bonheur, je pèse ici mes mots, de recevoir l'un de nos plus grands artistes français actuels, l'une des plus belles voix soul de cette dernière décennie. Pour Glouglou, Victor nous partage non sans pudeur ses premiers émois liés au vin, ses petits rituels de consommation après ses concerts et son attachement surtout à la gastronomie française, guidé entre autres par la gourmandise exquise du très regretté Petit Renaud. On dessine ici des ponts entre 2 univers liés par l'artisanat. On parle vin autrement, en musique, autour de la désormais traditionnelle dégustation à l'aveugle. Et à la fin, il y a tout qui finit bien. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de Victor saura vous faire vibrer. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les Glouters, hello les amis, quel plaisir de vous retrouver. Qui plus est, en face de mon invité du jour, une personnalité inspirante et surtout, le premier artiste-interprète qui me rejoint sur Glouglou. Salut Victor. Salut. Comment vas-tu? Ça va super, je sors de Balance là, on joue à Bordeaux ce soir à 21h30, donc c'est une période... à la fois hyper excitante et en même temps un peu stressante parce que c'est notre 3e concert ce soir. Et ouais, Victor, tu défends actuellement ton tout dernier album qui s'appelle Tout peut durer, sorti en janvier 2025. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, donc merci de nous accueillir à la Rock School, donc une des salles mythiques clairement de Bordeaux. Ouais. Et j'aime bien là ce côté backstage. Ah ouais, c'est cool. Bah ouais, on est dans les loges ensemble, c'est top. On va parler vin. Victor, parce que tu le sais, chez Glouglou, l'idée c'est de désacraliser le monde du vin, d'en parler autrement et de découvrir ce que le vin dit de nous. Et en l'occurrence aujourd'hui, qu'est-ce que le vin dit de Victor Solf? Est-ce qu'on peut peut-être s'amuser aussi à créer des ponts entre vin et musique? Je t'ai préparé des petits exercices, cool. Mais le premier service de l'émission c'est l'étiquette. C'est ce papier qui habille souvent un flacon de 75 centilitres. Et c'est surtout le moment pour notre invité de se présenter. Donc ta carte blanche. D'accord. Donc je m'appelle Victor Solf. Je suis chanteur, pianiste, compositeur, auteur, interprète depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé au lycée Émile Zola à Rennes. Donc dans une époque où le rock était très très présent. Notre rêve à tous, c'était de jouer au Transmusical de Rennes, qui est un super festival de découverte. On a eu la chance de faire ça m'a ouvert les portes du monde de la musique. D'ailleurs, je crois que à cette époque-là, tu étais également musicien. Donc on partage ça, la folie des concerts, la folie du voyage, de la découverte, de cette vie qui est assez hors norme. Et donc j'ai été intermittent du spectacle assez rapidement. J'ai vécu comme ça quelques temps. J'ai appris le studio de cette manière aussi, donc le studio d'enregistrement, me servir de logiciels de son, connaître les micros, connaître aussi même la composition, apprendre
approfondir la composition, les harmonies, tout ce qu'il faut en tout cas pour essayer de faire un album sympa. Et des cendres de ce projet est né un groupe qui s'appelle Her, avec Simon Carpentier, qui était déjà dans les Pop-Up Pops, qui était mon meilleur ami, mon témoin de mariage. On a eu la chance de connaître un très beau succès sur ce projet. On a joué au Zénith de Paris, on a joué au Central Park à New York. Extraordinaire. Ouais, on a joué au Ziget Festival, le plus gros festival d'Europe. On a joué avec Frank Ocean. Voilà, bon, que des histoires, des anecdotes, j'en ai plein. Et malheureusement, un tout petit peu avant la sortie de l'album, Simon Carpentier est décédé d'un cancer et j'ai décidé de sortir l'album malgré tout, ce qu'on avait décidé ensemble, et de finir la tournée. Ça, c'était très important pour moi. Et à la fin de cette tournée, qui s'est clôturée sur un zénith, j'ai entamé ma carrière solo. Donc ça, c'est il y a quelques années, ça c'est beaucoup plus récent, et je sors mon deuxième album solo, là je l'ai sorti en janvier dernier, donc on va fêter les 3 mois bientôt de la sortie. Et oui, les amis et les Glouters, si jamais vous étiez passé à côté quand même de Victor Solf, je vais pas vous culpabiliser, hein, on est d'accord ? Bien sûr. Mais quand même, pour rappel, Victor Solf, c'est ça. Tout peut durer, même les sentiments, tout peut durer, nos grands projets, nos désirs. Y'a pas de monde sans toi, y'a pas de monde sans toi, y'a pas de vent sans toi, y'a pas de sublime, y'a pas de nuit sans toi, y'a pas de matin sans toi, y'a pas de vie sans toi, y'a pas de musique, y'a pas de monde sans toi, y'a pas de seconde sans toi, y'a pas de matin sans toi, non y'a plus rien, y'a pas de voyage, y'a pas de musique sans toi, la musique s'arrête sans toi. C'est aussi ça, les amis. No more traffic lights. No more traffic lights. No more traffic lights. And we jump. Ça. Et évidemment, ce monument. All I need is 5 minutes. 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 Alors, 5 minutes, je pense que vous connaissez tous et surtout j'espère que ça va vous donner envie d'écouter ou de réécouter. Je ponce ton nouvel album depuis sa sortie en janvier. Premier album en français. C'est ça. On est sur de la soul en français. Ouais, c'était toute l'ambition du disque et en même temps de pas rentrer dans ce qu'il y a de cliché, dans ce qu'il y a un peu de kitsch dans la soul. C'est quand même en tout cas dans la revival soul, je serais un peu plus précis parce que la soul en réalité aujourd'hui c'est un spectre musical qui est très large et qui comprend la new soul mais qui comprend aussi la folk soul. Je pense à Bon Iver dans ces moments-là qui a vraiment été un des pionniers de ce style. Et moi c'est ça que je voulais mettre aussi sur l'album. Ne pas m'enfermer dans des artistes pourtant que j'adore mais qui pourraient être Marvin Gaye, Aretha Franklin. Ouais. Ils sont présents dans le disque mais je suis aussi quelqu'un de mon époque. Je viens des Transmusicales de Rennes dont je parlais qui est un festival hyper éclectique où tous les styles se mélangent et je pense que ça fait vraiment partie de moi. Je suis hyper curieux. Donc il y a plein d'autres choses aussi sur le disque. Et puis après le français, alors ça c'est le plus grand défi de cet album et la plus belle expérience artistique, c'était le français. Ça a été... On en a parlé en off quand on s'est appelé pour préparer un peu l'émission. Ouais. C'est que c'était ma question parce que lorsque tu as l'habitude de chanter en anglais, le français, c'est une nouvelle voix que tu découvres. Et franchement bravo parce que c'est juste superbe et puis on peut peut-être plus se plonger dans les textes. Moi je me rends compte que j'ai une fascination pour énormément de groupes anglo-saxons. On parlait de Falls tout à l'heure. Ouais. J'ai presque un peu honte de dire, mais je capte pas toutes les paroles de ce qu'il dit, mais je ressens une émotion énorme. Et c'est vrai qu'avec le français, tu ressens l'émotion énorme et pour le coup, tu captes toutes les paroles sur lesquelles on s'identifie. Il y a plein de morceaux pour ça et notamment Le meilleur de toi
qui fout les chocottes. Donc les amis, écoutez ça. Deuxième service. Victor, parce que là on est sur un format EP, hein, on est sur une émission resserrée, concentrée. Le deuxième chapitre de l'émission, c'est les origines. C'est essayer de comprendre en fin de compte d'où on vient et quels seraient tes premiers souvenirs sur le vin. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Victor, une question simple. Quel est ton premier souvenir lié au vin ? Alors j'en ai plusieurs. Je pense que le premier souvenir est un petit peu cliché parce que moi je viens pas originellement d'une famille qui est proche du vin, donc j'avais pas forcément cette culture. Et je me rappelle que le vin moelleux, le vin blanc moelleux, a été pour moi une petite porte d'entrée qui m'a appris à accepter un petit peu l'amertume du vin. Qui quand on est adolescent, quand on a 16, 17, 18 ans, ça nous prend quand même. Et donc j'avais je pense à l'époque peu d'éducation autour du vin, et j'ai eu la chance quelques années plus tard de rencontrer ma future femme qui s'appelle Mathilde Solf-Cottebrune et qui est la nièce de Pierre Gaillard, qui est un grand vigneron de Côte-du-Rhône, qui fait un Condrieu, un Côte-Rôti qui est magnifique, qui est donc Esprit de Blonde en Côte-Rôti, et le Condrieu, c'est l'Octroi. Et je suis rentré dans cette famille pour Noël ou pour le Nouvel An, je sais plus exactement. Et là, il y avait du vin sur la table. Là, j'ai découvert ces deux vins, mais après, évidemment, le Saint-Joseph, le Creux-Hermitage, etc. Mais je sentais que cette famille, qui est devenue la mienne aujourd'hui, en plus, avait envie de me faire découvrir le vin, ce que pouvait être le vin. Et j'ai un souvenir hyper ému du Condrieu et du Côte-Rôti. C'était, je n'avais jamais connu ça. Les grands vins, C'était une émotion nouvelle. Ah oui, c'était magnifique, et c'était tout ce qui me gênait avec le vin bas de gamme, donc le vin vraiment industriel, n'était pas là en fait. Je me disais, mais en fait ça peut être ça le vin. Je crois qu'à l'époque je leur avais même dit, mais on devrait avoir des noms différents. C'est quand même dommage de regrouper dans la même famille vin le Condrieu et un Bordeaux à 2 € au Carrefour Market, quoi. C'est quand même mince, ça n'a rien à voir. Et même, tu vois, justement, pour parler de Bordeaux, parce qu'on y est, c'est vrai que dans ce monde-là, tu as des très grands vins. Exactement. Pas forcément d'ailleurs à des très grands prix, mais tu as effectivement celui à 2 € au supermarché qui fait mal à tout le monde. Exactement. Et difficile aussi de lui en vouloir, parce qu'il y a forcément des femmes et des hommes derrière qui l'ont fait, qui ont essayé de faire comme ils peuvent, mais c'est clair que on a tous eu ce moment, je pense aussi. Ah, mais c'est ça le vin en fait. Wow. Bien sûr, même je me rappelle en Espagne, parfois quand on goûtait la sangria, vraiment la sangria industrielle et tout ça, avant d'aller voir un concert à Lubu à Rennes. Bon, voilà, c'est évidemment c'est super que des alcools comme ça existent, mais c'est tellement différent des grands vins. On vit complètement autre chose. Et d'ailleurs, les grands Bordeaux font la même chose, les grands Bourgogne, c'est une région que je commence un petit peu à connaître aussi, mais c'est magique. C'est magique. Et c'est vrai que les amis, Pierre Gaillard, renseignez-vous. Tu sais, on a un petit rituel dans l'émission. Ouais. Tous les vignerons qu'on cite, tous les domaines, plein de petits trucs comme ça, et ben on les repartage dans la description de l'épisode. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur Pierre Gaillard, qui est un immense vigneron. Faut voir le travail qu'il a réalisé. Il a créé le domaine en 81, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est lui qui a planté les vignes. Littéralement, il a tout fait. Et aujourd'hui, il a une certaine réputation. Ah, je l'embrasse fort. Hein. Je l'admire beaucoup et j'aime beaucoup ses enfants aussi qui aujourd'hui reprennent le domaine que j'embrasse. Et d'ailleurs, on va jouer à Fézin bientôt, à côté de Lyon. On va se retrouver en famille. Et c'était pour la petite anecdote et aussi vous expliquer les Glouters, le pourquoi du comment. On se retrouve là dans les backstage. J'ai une admiration sans nom pour ton travail, Victor, et il y a peut-être 2-3 ans, lorsque tu défendais ton premier album solo, tu étais venu le jouer à Bordeaux, au Rocher de Palmer, et on avait eu l'occasion de papoter à la fin, et puis tu me demandes, parce que tu t'intéresses aux autres, tiens, et toi tu fais quoi dans la vie ? Je te dis, tiens, le vin, et c'est à ce moment-là que tu me dis, moi aussi j'ai un lien, et j'avais noté cette info dans un coin de ma tête en me disant, tiens, si un jour on pouvait parler un peu vin avec Victor Solf et découvrir ce que le vin dit de lui, ça serait génial. Tu vois, super. Donc Côte-Rôti, quand même, belle influence rhodanienne. On a déjà là, je pense, toi et moi, visualisé un peu les paysages
qui composent cette région. De Malval, c'est un petit village magnifique où Pierre travaille, ouais, bien sûr. Eh bien écoute, on va parler de terroir. Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glouglou. Terroir. Eh bien écoute, là aussi, c'est en une question. C'est très simple. Quelle est ta définition, toi, Victor, du mot terroir? Ah, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Pour moi, le terroir, c'est l'appartenance à quelque chose. Je peux me tromper, hein, tu vois, mais c'est assez spécial pour moi parce que je viens d'une famille franco-allemande. Donc grandir avec des terroirs comme ça très différents. J'ai des souvenirs où je retournais en Allemagne à Düsseldorf et je sentais que c'était très important pour certaines personnes là-bas, de ma famille, de me parler de bière, de me parler de viande, de me parler de même de certains gâteaux apéritifs, tu vois. Et voilà. Et pour moi, le terroir, c'est cette envie de mettre en lumière. Je peux me tromper, hein, ça se trouve, tu vas me dire, toi. Après, je te poserai la question, mais le piège, de mettre en lumière les spécificités de chaque région et à quel point chaque région peut être belle. Parce que moi, après, j'ai quand même fait fort, parce que je suis allé en Bretagne. Et en Bretagne, évidemment, quand on se trompe entre crêpes et galettes, là c'est moins 10 points pour Gryffondor direct. Exactement, la crêpe froment, la galette blé noir. Et pourtant, il y a encore des débats, même au sein de la Bretagne. Il y a certaines vieilles familles bretonnes qui parlent de crêpe blé noir. Donc, en fait, voilà. Mais quand même, on va le dire, faut le dire maintenant pour rassurer tout le monde. Crêpe, c'est froment, galette blé noir, a priori, on est clair. Mais voilà, mais c'est très important. Cette appartenance. C'est ça. Donc pour moi, le terroir, c'est ça. C'est la diversité de la France, la diversité aussi de l'Allemagne. Et j'espère que c'est quelque chose qu'on gommera jamais. Parce que c'est ce qui rend les voyages magnifiques, même rien qu'au sein de la France. Et quand on va à Lyon, tu vois, moi, j'ai des discussions avec Pierre Gaillard sur les spécificités de la gastronomie lyonnaise, qui est quand même vraiment magnifique. Les petits bouchons, etc. Je veux dire, c'est un voyage. Et même, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan du Petit Renaud. Je sais pas si tu te souviens de cette émission. Il nous a quittés en plus récemment et ça m'a vraiment peiné. C'est quelque chose qu'avec Mathilde, on aimait regarder le dimanche, tu vois, pour se détendre et pour se rappeler aussi de la chance qu'on a d'être en France. C'est que d'une région à l'autre, la nourriture, le rapport au vin ou à différentes alcools de manière générale, et voilà, tout ce qui concerne la gastronomie change complètement, quoi. Et oui, le Petit Renaud. Ça fait plaisir que tu en parles parce que je pense qu'il nous a tous éveillés quelque part avec gourmandise. On avait cette bonhomie du Petit Renaud. C'était un rendez-vous. Moi aussi, je me souviens quand j'étais petit, je pense entre 10-15 ans, sur les premiers souvenirs, où le dimanche matin, avant de passer à table, il y avait ça qui passait sur la 5, je crois. C'est ça. Et on avait ce monsieur qui s'invitait dans toutes ses cuisines, qui nous parlait des produits, des vins, mais avec un sourire. On avait envie d'être avec lui. Tellement de bienveillance et de chaleur, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins d'émissions comme ça, faut se le dire. Tu vois, là, je pense, en ce moment, un des gros cartons d'M6, c'est Cauchemar en cuisine. Ouais. Mais on raconte totalement l'inverse. Le Petit Renaud. Le Petit Renaud, c'était les portes sont ouvertes. On a déjà des artisans, des gens qui travaillent du mieux qu'ils peuvent, qui sont des grands artistes, des perfectionnistes. Et on va véhiculer ça. Et pourtant, c'est des gens accessibles. C'est de la nourriture qui peut être accessible à tous. Et après, Cauchemar en cuisine, quand même, je suis désolé. Voilà, on montre, c'est un climat anxiogène. On ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas si les produits sont surgelés ou pas, tu vois. Et est-ce qu'on n'est pas, je vais faire une petite digression, mais est-ce qu'on n'est pas justement de plus en plus addict aux choses anxiogènes ? Ah mais carrément. Parce que tu dis tout est anxiogène. Mais carrément. Il y a des gros moves là en ce moment quand même. C'est particulier. Mais... Et malgré tout, le soir, on va se mettre devant un programme anxiogène. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui nous manque, le Petit Renaud, et ce qu'il incarnait, c'est ça. Alors il y a Régis Gaudry là que j'adore et qui est comme ça, qui est encore comme ça. Ouais. Voilà, de la bienveillance, de la curiosité et cette idée aussi que on peut tous bien manger. Et on peut tous bien boire. Moi, j'ai envie d'y croire à ce truc-là. C'est ce qu'on se dit d'ailleurs. C'est pas réservé à l'élite. Mieux comprendre pour mieux choisir. J'en parlais ce midi, pas plus tard que ce midi, avec ma belle-mère, les amis. Je disais, c'est ça en fin de compte. C'est mieux comprendre pour mieux choisir ce qui nous fait plaisir. Parce que ça soit 5, 10, 15, 20, 50, 100 euros la bouteille, c'est pas la question. Mais c'est que ça reste quand même un budget. Et boire du vin pour boire du vin, moi, j'y vois pas d'intérêt. Mais boire un joli vin
pour se faire plaisir et donc peut-être savoir aussi mieux comprendre comment s'éclaire ton propre palais et d'aller choisir des choses qui vont te faire plaisir. Et on se rend compte qu'il y a plein de produits justement très accessibles et donc on peut que vous encourager à ça, les amis. Ça me met l'eau à la bouche. C'est le prochain chapitre. On va parler consommation, Gamma GT. Let's go. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Mon cher Victor, oui, les amis, Victor Solf, on est dans les backstage de la Rock School Barbet actuellement. Et là, on arrive sur ce petit moment introspectif. On va parler consommation. Je vais pas te faire de prise de sang. Je voudrais pas te mettre en difficulté avant le beau concert de ce soir. Mais l'idée, c'est de connaître ta fréquence de consommation. Tiens. La fréquence de consommation Glouglou de 1 à 7, 7 jours semaine. Qu'en est-elle ? Eh bien, si je peux être tout à fait honnête avec toi, dans le monde du spectacle, il y a un rapport à l'alcool qui est très ancré parce que on est dans un milieu festif. Et pendant des années, par exemple, c'était devenu une habitude de boire un verre ou 2 ou 3 avant de rentrer sur scène. Et en fait, je pense que, mais c'est presque un sujet tabou, hein, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu faire évoluer. Tu vois, moi, ça m'a vachement touché quand tu parles de consommer de l'alcool en l'appréciant et en le choisissant. C'est comme aller dans un grand restaurant et prendre le temps de mâcher, de découvrir tous les arômes qui se passent. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait que je pense qu'ils soient un peu plus présents dans les salles et moins se dire allez, on doit boire parce qu'on doit faire la fête, c'est parti, rock'n'roll. Voilà, et pour me désinhiber parce que sinon je vais être trop timide, trop stressé sur scène, voilà. Donc moi je pense que mon rapport à l'alcool il a vachement évolué et aujourd'hui je trouve ça magnifique de le garder aussi dans une forme de rareté presque, tu vois. Ça veut dire que, je sais pas ce que tu penses de cette théorie, mais si on est tous les jours en vacances, les vacances n'ont plus de valeur. N'existe plus en fin de compte. Et si on prend le temps d'apprécier, et c'est marrant, tu vois, pourtant Mathilde vient d'une famille vigneron, vraiment, elle est allée travailler dans les vignes de Pierre Gaillard tous les étés dès l'âge de 12-13 ans, tu vois, donc eh bien c'est elle qui m'a transmis ça aussi. C'est un paradoxe, on pourrait croire. Quand on vient d'une famille où le vin est omniprésent, on pourrait l'avoir sur la table tous les jours. Et non. Mais non, pas du tout. Au contraire, parce qu'en fait, on respecte cet alcool, on respecte le vin et on en prend soin. Donc on préserve le sacré d'une certaine manière. Voilà, je dirais que avec Mathilde, on essaye de boire de temps en temps le week-end. Tu vois, donc je dirais sur Glouglou là, je dirais peut-être, je vais être quand même, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, 1 ou 2 fois, on est sur 1 ou 2 sur 7, voilà. Et après évidemment, alors Mathilde n'est pas comme moi, j'ai pas envie de l'intégrer à ça du tout. Elle a d'autres manières de gérer son stress, mais moi, quand ça m'arrive d'ouvrir par exemple une bonne bouteille de vin blanc de la fille de Pierre par exemple, qui s'appelle Jeanne, qui fait du très bon vin de table, beaucoup plus accessible, voilà. Parfois ça me détend, c'est comme ça. Je l'associe à ça. Je l'associe à un moment où je peux de lâcher prise. Voilà, et je peux un petit peu moins me sentir oppressé par le temps qui passe, par le temps que je n'ai pas. Parce que je suis papa aussi de 2 enfants, donc j'ai cette vie d'artiste qui m'accapare beaucoup, qui me prend beaucoup de temps, et j'ai aussi mes fils que j'adore, avec qui j'ai envie de passer du temps, donc c'est vrai que ça m'arrive de m'ouvrir un vin, c'est souvent un vin blanc, mais assez frais, pas trop non plus, sinon on perd tous les arômes, et voilà, c'est le moment où je peux me poser. Ça, c'est ton petit rituel. Et tu te poses où alors ? Sur un canapé, tu vas te choisir un vinyle à la maison. Est-ce que tu as des petits rituels, des petites anecdotes, justement ? Ouais, j'ai une grande consommation de vinyle, c'est vrai que je trouve ça génial. Mais là, c'est marrant, parfois, je trouve que ça m'aide aussi à me détendre dans un moment même où je m'arrête pas. Par exemple, quand je cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, notamment italien. On parlait d'ossobuco avant l'enregistrement. Voilà, j'ai beaucoup de livres de cuisine italienne et
ça m'arrive de trouver ça très agréable en cuisinant, en préparant ma bolognaise par exemple, je coupe mon céleri, ton ragoût là, et puis t'as le verre de vin à côté. Ouais. En plus c'est marrant ces recettes parce que quand vraiment j'adore cuisiner, donc je mets pas du mauvais vin. Dans mon bourguignon, dans ma bolognaise, j'essaie de mettre du vin correct. Et donc on peut le boire un peu. On le goûte, on se dit ah oui c'est sympa. Voilà. Et ça t'accompagne sur un bon moment. C'est vrai que là, pour moi, ça me fait toujours penser à une série vraiment américaine où tu as ce verre de vin rouge ou de vin blanc et tu es en train de cuisiner. Et oui, le vin a certainement, en tout cas, justement, quand on le consomme de façon très raisonnable et pour le découvrir, passer un bon moment, cette capacité à apaiser ou parfois à exciter aussi. Et dans les loges, tiens, parce que là, on est dans les loges, on est à 2 heures de ton entrée sur scène. Est-ce qu'il y a un rituel avec les musiciens? Est-ce que des fois le vin s'invite dans les loges? Alors moi je suis embêté avec ça et ça date, je l'ai découvert vraiment à l'époque de Her quand mon volume de concerts s'est énormément accentué. J'étais à 2-3 concerts par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que ma voix ne tenait pas, mes cordes vocales ne tenaient pas réellement. On était sur 1h30, 1h45 de concert. Et donc, j'ai remarqué qu'un régime à l'eau, vraiment, mais même les chips, par exemple, tout ce qui va être trop gras, trop salé ou alcoolisé, ça va fatiguer mes cordes vocales. Et même là, vous devez l'entendre. Ça, c'est un léger... comment dire un voile, un léger voile que j'aurais toujours, mais il date de l'époque des Power Pops parce que j'ai vraiment énormément abîmé ma voix et malgré le travail, malgré le fait que maintenant je chante au quotidien et que je gère ma voix, c'est là. Et donc je m'octroie à chaque fois un verre à la fin des concerts de la semaine. C'est le dernier concert de la semaine, donc ce soir il y aura 1 ou 2 verres. Et voilà, mais bon, je dis ça, par exemple, le dernier concert qui était avant-hier à Marseille, il y a quelqu'un qui est venu pour me faire découvrir un vin après avoir écouté un titre. Et ça, moi, je suis désolé, ça me touche énormément. C'est un petit caviste qui me parle d'un petit vigneron et qui me raconte son histoire et qui me dit à quel point c'était pour Que le cœur, le titre Que le cœur. Pour elle, il y avait un lien entre là c'est magnifique. Et en plus, le vin était bon. Donc Eh bien, écoute, je te propose justement d'humidifier quand même tes lèvres. Et puis en plus, on a un crachoir parce qu'on va prendre aucun risque. Et j'ai envie que tu nous régales ce soir. Et c'est l'heure du blind tasting jingle. Blind tasting. Les amis, nous sommes avec Victor Solf. Mon cher Victor, je viens de te servir un liquide d'apparence plutôt rouge, je pense, dans un verre à vin évasé. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur ce vin ? Eh bien, alors déjà tout simplement qu'il est très bon, très agréable. Il a aussi, je trouve, beaucoup de fraîcheur. C'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite. Et il m'a surpris. J'ai eu de la surprise. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand je bois du vin. Après, je sais pas, je peux me tromper, mais il me donne envie aussi de manger quelque chose. Je trouve que c'est une... Qu'est-ce qui te donne envie de manger, tiens, ou de cuisiner ? Moi, c'est un vin que je considère suffisamment puissant pour être accompagné d'une belle viande, d'avoir une sauce aussi qui soit présente. C'est vraiment c'est dans les sauces que moi je reconnais les très bons restaurants. On a quelques étoilés à côté de la maison, des Bretons que j'embrasse d'ailleurs. C'est le restaurant de la Butte. Vraiment qui est un restaurant hôtel magnifique et ça me donne envie de le découvrir autrement aussi en mangeant parce que c'est le vin rouge particulièrement je l'apprécie dans quelque chose de plus complet et je trouve que ce vin mérite de manger un fromage, je sais aussi que parfois moi je vis des très belles expériences avec le chocolat, le vin rouge et le chocolat, moi parfois ça me fait, d'ailleurs on en a peut-être, c'est un accord qui te fait plaisir. Je trouve que avec ce vin je serais pas étonné que ce soit très intéressant et
voilà. Mais encore une fois, moi, je ne viens pas du vin et le jargon, mais voilà. Permets-moi, mon cher Victor, justement, de prendre la balle au rebond. Ouais. Parce que, vous le savez, les amis, la vocation de Glouglou, c'est de désacraliser le monde du vin. Ouais. C'est de le rendre accessible. Et c'est de montrer, à travers vos mots, à travers les mots de chacun de mes invités, qu'il y a mille et une façons de parler du vin, et qui surtout, il ne faut pas en avoir peur. Trop souvent, comme des fois lorsqu'on va dans un musée, on a peur de parler d'une œuvre, parce que peut-être on se sent pas à la hauteur, on n'a pas les mots, le champ lexical. Tu me disais, tiens, j'ai pas trop les mots dans le jargon du vin. Et on est tous capables de dire ce qu'on ressent, et pour preuve, tu viens parfaitement de nous décrire ce vin, et qu'est-ce qui te procure? De suite, tu te projettes sur un plat, par exemple. Oui. Et ça, c'est intéressant. Ah oui, et vraiment, c'est très sincère, parce que si ça avait été un vin que je considère d'apéritif, et d'ailleurs, il y a des très bons vins magnifiques. Tu vois, j'osais pas, maintenant que tu m'as montré la bouteille, j'osais pas dire non plus, je pense que je commence un tout petit peu à développer mon palais sur la jeunesse des vins. Et là, j'aurais eu envie quand même de te dire que c'est un vin encore jeune. Je l'ai ressenti. Bon, mais j'avais pas envie de me griller, tu vois. Parce que si tu m'avais montré un 45... Je viens de sortir la bouteille de mon chapeau. Ouais. Les amis, j'ai le plaisir de faire découvrir à Victor l'un de mes gros coups de cœur. C'est une cuvée qui s'appelle le CD Carme. CD Carme Aubryon 2021. Donc la jeunesse, on y est. Et alors, peut-être pour vous autres glouteurs qui suivez ce podcast, vous avez découvert les Carme Aubryon, ou du moins le capitaine qui se cache derrière, Guillaume Poutier, qu'on a reçu sur Glouglou, qui est un homme passionnant, qui est un homme engagé, qui est généreux, et qui a une vision dans les vins, et je trouve qu'il retranscrit dans le Carme Aubryon, et c'est des Carme Aubryon, des choses vraiment superbes, et moi qui me touchent. C'est en ça, j'ai envie de... Le choix que j'ai fait, et je me suis dit, quelle bouteille partager avec toi. Je trouve que le CD Carme Aubryon 2021, c'est un vin qui a une forme de soul. Je trouve qu'il dit quelque chose, il a une trajectoire et il a surtout beaucoup de subtilité. Oui. Et je trouve qu'il y avait là un point intéressant à faire avec ta musique. C'est une bouteille que j'avais envie d'ouvrir typiquement en écoutant ton album. Et puis, là, tu me diras peut-être que c'est tiré par les cheveux, je vais chercher ça peut-être un peu loin, mais il finit son vieillissement dans des cuves en ciment. Okay. Le ciment... Ah oui, ça c'est... De ta mémoire. Ça, c'est magnifique parce que c'est un heureux hasard, parce que c'est le refrain du titre « Le meilleur de toi ». Et qui était un titre en plus très difficile à terminer, parce que le thème du deuil, de l'absence... c'est quelque chose pour moi de très important dans ma vie. C'est une des très grandes histoires de ma vie, et donc je voulais pas du tout être taxé derrière d'opportuniste ou d'avoir choisi la facilité. Et donc on a vraiment pesé chaque mot, et on trouvait que pour évoquer le refrain, de dire dans le ciment, dans ma mémoire, j'ai gardé le meilleur de toi, et ça, c'était suffisamment clair, parce qu'on voulait quand même avoir de la clarté, mais en même temps il y a beaucoup de poésie. Beaucoup. Et c'était pas simple. Il y a un autre titre aussi de l'album qui s'appelle Émilie, qui parle des soignants et du monde hospitalier. Qui est très touchant. Et très dur aussi. Très dur de... Parce que tu restes aussi très pudique. Exactement. Moi, je suis hyper critique, de toute manière, de manière générale avec ma musique. Je suis hyper critique. Il en faut beaucoup pour que ça me plaise. Et je trouve que c'est important. C'est aussi une forme d'exigence. Et là, Émilie, j'étais assez rapidement conquis par le thème de parler de ça, mais après le mettre en parole, mais là on a pesé chaque mot. Le deuil et le monde hospitalier, on traverse tous ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit même par des très belles nouvelles. Parfois on va à l'hôpital pour même les plus belles nouvelles de la vie. Mais voilà, prenons-en soin. C'était ça en fait. Soyons... il faut se rendre compte de l'importance de ça. Et c'est pas des sujets à prendre à la légère. Non, mais tu les évoques avec beaucoup de poésie, beaucoup de pudeur et de subtilité. C'est très élégant. Et là, je vois, pour ma part, le pont justement entre le monde de la musique artistique et le vin, puisque on parlait de rigueur. Tu as cité ce mot. Je pense que Guillaume et ses équipes
Typiquement, pour faire ce vin, il y a une réelle rigueur pour laisser transparaître justement la vérité d'un lieu. Le fait que lorsqu'on goûte le CD Carme, on est au sud de Bordeaux, tu vois, à la campagne, dans un secteur qui s'appelle Martillac, où là, il y a des très jolis Cabernet Sauvignon, qui composent d'ailleurs, c'est une vraie dominante de ce vin, 62% pour les puristes, 36% de Merlot, 2% de petits verres d'eau, mais on va avoir des foudres, un peu de barrique, un peu d'amphore, et puis un vieillissement très long, très lent, en ciment. C'est des bouteilles qui viennent juste d'arriver. Je me régale avec ce vin. Et il y a de la rigueur, et il y a une forme de poésie aussi, je trouve. Ouais. Cette fleur qui émane de son bouquet, et voilà un plaisir immédiat. Le dernier point, pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'en fin de compte, et on me pose souvent la question, combien coûte telle ou telle bouteille dont on parle, tu vois, dans les émissions. Eh bien, pour moi, le CD Carme Haut-Brion, c'est ça la bonne nouvelle. C'est à peu près le même prix d'un super vinyle que vous allez chercher chez votre disquaire aux alentours de 35-36 €. Et donc, un grand plaisir qui, je trouve, reste encore accessible pour une belle occasion. Exactement, Bon, tu vois, ce petit exercice m'a donné envie qu'on s'amuse un peu et que je profite surtout de l'occasion de t'avoir, et je sais qu'on a plein de goûts en commun. J'ai ramené, là dans les backstage, quelques vinyles de la maison. Magnifique. Donc si t'es chaud, je vais te les montrer, et du tac au tac, dis-moi quel vin t'aimerais goûter dessus. Alors ça peut être une couleur, ça peut être du rouge, du blanc, qu'est-ce que ça t'évoque ? Puis ça va sûrement être l'occasion de parler des artistes qu'on aime. Ok, allez. J'avais envie d'appeler ça Vino Vinyle Jukebox. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Mon cher Victor, j'ai en ma possession 5 vinyles. Le 5e étant Tout peut durer, ton dernier album. J'ai de la chance. Mais on va commencer par une petite denrée rare. Et tu en as parlé, c'est dingue. Et d'imaginer que tu as joué avec, ça l'est encore plus, je ne le savais pas. On est sur Frank Ocean. Mythique vinyle blonde. Magnifique, que j'ai aussi à la maison. Alors fais voir quelle édition t'as. Je crois que c'est une édition quelque peu coquine, un peu rare. Exactement, ce n'est pas celle que j'ai, j'avoue. Est-ce qu'on voit quand même Marilyn sur le vinyle ? Non, c'est fou, il s'est embêté. Parce que moi j'ai une autre édition et c'est Marilyn à l'intérieur du vinyle. Ouais, ce n'est pas ça. Non mais je crois que moi j'ai une réédition et que toi t'as le verre. Tu sais qu'il a sorti, quand il sort cet album Frank Ocean Blonde, que je recommande à tous les glouters. Ça c'est... Ah oui, c'est une merveille. Masterpiece. Il ne le sort que sur les plateformes d'écoute. Et c'est lors du premier qui a suivi Black Friday que je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition, je vais sur son site internet et il le vendait pendant 24 heures. T'es un go. C'est exactement du Frank Ocean. Il est ouf pour ça. Qu'est-ce qu'on boit avec Frank Ocean? C'est difficile comme question, dis donc. Peut-être que je peux te parler comme c'est un artiste américain, d'une très belle anecdote que j'ai eue de dégustation de vin quand j'ai tourné aux États-Unis, à Los Angeles. C'est un artiste qui est quand même vraiment très très attaché à la Californie, même si il a beaucoup d'attaches aussi à New York, on le voit souvent, mais il décrit quand même Los Angeles et la Californie. On voit que ça le touche beaucoup. Et donc, je ne pourrais plus te dire avec exactitude le vin que j'ai bu là-bas, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que Mathilde avait une très bonne amie en école de commerce à Bordeaux, qui a fini par travailler dans le vin et à être la représentante de très grands vins de Californie. Alors, je ne sais pas si tu peux me citer quelques grands vins de Californie. La Californie, du côté de Napa Valley, par exemple, il y a évidemment Opus One. Ouais, c'est peut-être. Il y en a pléthore. En tout cas, tu vois, c'était magnifique parce que c'est quelqu'un qu'on a retrouvé à l'autre bout du monde, qui nous a emmenés dans un grand restaurant, qui avait la bouteille, et le vin était incroyable. L'accord mets et vin, c'était, mais vraiment, c'est un des grands moments, et je m'en veux même un peu mais je pense que c'était Napa Valley, ça me parle beaucoup. Et c'est évidemment un vin d'exception. En plus, son conjoint à l'époque était un grand chef étoilé. Il y a eu un truc magnifique. Et encore une fois, tu vois, c'est ça, c'est que apprécier un grand vin, et c'est pour ça que je parle de Frank Ocean en disant un excellent vin, parce que vraiment, c'est ce que ça représente. T'as envie de mettre un vin vraiment au niveau. Mais c'était exceptionnel. Et puis,
apprécier un vin comme ça, c'est un contexte aussi. C'est que j'étais à Los Angeles. Moi, c'était mon rêve de jouer là-bas. Je faisais un concert en headline, donc ça veut dire que c'était vraiment moi la tête d'affiche dans un club de 800 ou 1000 personnes à Los Angeles. Je veux dire, moi, j'ai dans ma to-do list, tu vois, de choses à faire avant ma mort, il y avait ça, quoi, en tant qu'artiste. C'est dingue. Et on a pu s'échapper comme ça, quelques heures, dans un grand restaurant, ensemble. Mathilde qui retrouve une vieille amie, elle nous parle du vin, de comment elle travaille, avec quel restaurant elle travaille, quel vigneron elle représente. Et on ouvre cette bouteille qui, malheureusement, alors là, c'est des centaines et des centaines d'euros. C'est quelque chose mais ça les valait parce que c'était un des climax de ma carrière. Et voilà. Et Frank Ocean le mérite. Mais alors, complètement. Vous voyez, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on se rend compte aussi des fois, on comprend par le biais de grandes occasions comme celle-ci, que des fois, oui, il y a des vins qui ont une certaine valeur, qui sont très chers, mais qui provoquent des choses assez inoubliables. Ah oui. Allez, deuxième vinyle. Je pense que celui-ci aussi, t'as peut-être une anecdote avec ça. Stevie Wonder, Inner Visions. Ah, fou. Ouais. J'adore cet album. Et vraiment, c'est les premiers artistes qui ont suscité chez moi l'envie de faire de la musique. C'est des artistes de soul et de blues. À l'époque, je jouais beaucoup de piano et je découvrais la beauté de réussir à s'approprier son instrument, se dégager des partitions et pouvoir se connecter, en fait. Commencer un peu le dialogue avec donc comprendre les harmonies, comprendre les différentes grilles d'improvisation, que ce soit en majeur, en mineur, que ce soit en blues, voilà, en jazz, et donc il y avait toujours ces chanteurs qui venaient traverser comme ça ce travail de piano, donc qui était Ray Charles, qui était Stevie, qui était Marvin Gaye, qui était Sam Cooke, tant d'autres, et qui en fait sont vraiment tous de la famille soul et blues. Et donc, moi, Stevie, c'est un des grands maîtres. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand Paul Simon avait gagné un Grammy, il était monté sur scène et il avait dit « Ouf, en fait, je gagne juste cette année parce que c'est l'année où Stevie a dit qu'il voulait pas faire d'album. » Et c'était vrai, parce que l'année d'avant c'était Stevie, l'année d'après ça allait être Stevie, il y a 2 ans c'était Stevie, meilleur album. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça qui l'incarne. Donc là, encore une fois, très difficile à choisir. Je sais pas en plus ce qu'il y a d'autre après, parce que oh là là, j'ai aperçu. Je peux... je peux peut-être... Blanc, rouge, est-ce que déjà, tiens... Quel chemin on prend ? Pour moi, on resterait vraiment sur du rouge. Et peut-être que, comme on parle un peu des origines, je peux te parler, moi, de la première fois que j'ai goûté le rose pourpre côte rôtie de Pierre Gaillard. Voilà, pour moi, Stevie Wonder, c'est très lié à ça. La première fois que j'ai pu goûter un grand vin. Un vin qui a du goût. Ouais. Très élégant, très abouti et en même temps très vivant. Exactement. Avec Stevie Wonder, on adore. Écoute, troisième là aussi très très cher à mon cœur, James Blake. Ouais, magnifique. Merveilleux album, The Color in Anything. Ouais. Alors James Blake, pour moi, c'est vraiment un artiste qui m'évoque les moments où j'ai commencé à m'enfermer en studio et à essayer de comprendre comment on pouvait faire tel son de grosse caisse, tel son de caisse claire, tel son de piano, tel son de synthétiseur. Et je me plongeais dans sa discographie. Donc c'est un âge en rapport au vin où j'ai commencé aussi à pouvoir m'acheter des belles bouteilles. On habitait à Paris, on habitait dans le 10e arrondissement, quai de Valmy, et il y avait un caviste qui était magnifique, qui me faisait goûter un peu de tout, et je me rappelle d'un vin blanc qui s'appelait, je pense que c'était il y a des années, mais qui s'appelait Nuit Blanche. Il était magnifique, il était parfait pour après une longue journée de studio, parce que c'était et en fin de semaine, quoi, tu vois, avec Mathilde, de fêter le week-end, il avait quelque chose pour l'apéritif de parfait, quoi, hyper enrobant, en même temps on n'est pas du tout dans la famille des vins moelleux, malgré tout, quoi. Et une jolie chair, épanouie, et une longue sensation en bouche, tu vois, c'est quelque chose qui comme une couverture, quoi, qui te reste. Et c'était d'ailleurs, je disais au caviste, c'est danger ce vin, parce que du coup on le boit vite et on a envie de juste redescendre acheter une autre bouteille. Ça c'est Pierre Gaillard, c'est pareil, ils sont terribles ces gens. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, après une grande semaine,
lourde semaine de travail, eh bien vous enfilez une nuit blanche en fin de compte. C'est avec ça. James Blake. C'est ça. Inviter quelques amis musiciens à la maison, ça j'ai toujours fait beaucoup ça. Leur faire écouter ton travail, que les musiciens te fassent écouter leur travail. Donc on est vraiment dans l'échange, on est dans la convivialité. Et le vin s'invite à ces moments-là. Ah mais bien sûr. Avec un bon système son, des voisins gentils. C'est que j'ai pas toujours eu à Paris, j'avoue. On m'appelait la Castafiore du toit, je te jure que c'est vrai. Parce que je travaillais beaucoup, je chantais beaucoup. Petit hommage à Hergé, qu'on adore. Ouais, c'est ça. Allez, avant-dernier vinyle. On en parlait? Bon Iver. Bon Iver. Ah, j'ai pas un vinyle de Bon Iver, dis-toi. Il est magnifique celui-là. Alors ça, c'est la réédition des 10 ans. Oh la vache. Je pense la vidéo YouTube que j'ai le plus poncée, c'est une version live au Jaguarma Studio, et où il prend notamment Wash ou Innum TX, peut-être pour Texas. Et celle-ci, elle est incroyable. Et donc, on a l'album et on a la version du Jaguarma. Jaguar Studio. Je vais aller chez un orthophoniste. C'est son label plus ou moins en fait maintenant presque. Extraordinaire. Attends, je vais regarder quand même. Il est d'une pureté, d'un minimalisme. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la musique, que à chaque album, c'est peut-être un des rares vrais gros points communs entre tous mes disques, c'est cette envie de réussir à faire beaucoup avec peu. Et là quand on voit cette pochette, on a envie de comprendre ce qui se passe sur la couverture, qui évoque presque peut-être des continents, mais en même temps c'est complètement caché. Ouais. Tu vois, c'est assez fou. Cette pochette est toute blanche et je vous mettrai ces photos, les amis, dans la description, ou du moins sur Instagram. Et d'ailleurs, encore merci d'être de plus en plus nombreux. Tu sais, c'est sympa, c'est une aventure, on parle vin. Et chaque mois, chaque semaine, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent l'aventure. Et donc, je vous mettrai tout ça, les pochettes de ces vinyles dont on est en train de parler. Et j'espère que ça pourra vous donner à votre tour envie de les écouter et de choisir aussi une bouteille de vin pour aller avec. Donc, vous pouvez mettre ça en commentaire, quoi boire sur Bon Iver. Mais alors toi, Victor, qu'est-ce que tu auras envie de goûter? Mais c'est trop, c'est vraiment mes idoles. Là, et en plus, James Blake et Bon Iver sont proches, on fait des musiques ensemble, et c'est vraiment des personnes que j'ai presque disséquées, quoi, artistiquement. Et ben peut-être qu'on va rendre hommage au vin que tu as ouvert, parce que c'était un vin qui avait aussi une grande finesse et une grande pureté, et je trouve aussi du minimalisme, parce que le minimalisme, c'est l'humilité. C'est ça pour moi aussi. Et je trouve que je l'ai ressenti dans ce vin. Cette idée de pas être trop arrogant, trop lourd. Donc voilà, c'est le C des Carmes. On va lui rendre hommage. Et puis moi, ça me touche que tu aies ouvert cette bouteille avec moi, qu'on soit ensemble. Donc Bon Iver et C des Carmes, voilà. Bon écoute, c'est super sympa. Je pense que Guillaume et les vignerons de Carmes-Aubryon seront très heureux de ce choix de cette association. Il nous en reste une. Et là, j'ai pas encore le vinyle entre les mains parce que il va falloir que j'en fasse son acquisition ce soir. Mais c'est ton dernier. Tout peut durer. Là, est-ce qu'on est sur Champagne? Est-ce qu'on est sur un Condrieu? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre alors? Alors, tout peut durer, c'est vraiment une ode à l'espoir, à l'humanisme. Cette idée de continuer à croire que des sujets nous rassemblent, que on peut être ensemble. Tu vois, et c'est pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est extrêmement divisés, et réussir à trouver un vin qui rassemble, effectivement, peut-être le champagne, parce que le champagne, c'est un pétillant que je connais très mal. Mon oncle, qui a travaillé d'ailleurs un petit peu, même beaucoup avec les gaillards, a maintenant un palais qui est très aiguisé sur le champagne, donc on en discute souvent. Mais pourquoi je parle de champagne et tout peut durer? Parce que le champagne, moi, m'évoque par contre des purs moments de bonheur et des purs moments de rassemblement qui sont les mariages. Les mariages, les naissances, les moments très importants. Et d'ailleurs, je pense que j'ai ouvert du champagne quand l'album est sorti, parce que aujourd'hui, faire un album avec 12 musiciens, avec 3 paroliers, avec plusieurs réalisateurs artistiques, dont moi-même, mais voilà, c'est 3 ans de travail, 2 ans et demi, 3 ans de travail. Et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de savrer le champagne et de fêter ça et d'être ensemble.
Et cet album, c'est ça. Moi, la pire critique qu'on pourrait me faire de Tout peut durer, c'est dire c'est un album clivant, c'est un album que beaucoup vont adorer, d'autres vont détester. Mais non, moi, je suis un fan absolu de la pop exigeante. C'est l'école McCartney, c'est l'école en cinéma, c'est l'école Christopher Nolan, c'est l'école de Denis Villeneuve. Donc là, je parle des films récents comme Oppenheimer, comme Dune, qui sont très exigeants et qui connaissent un succès populaire énorme. Moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Là, je ferme les yeux, je pense tout de suite à David Bowie, je pense tout de suite à Elton John, voilà, qui n'ont jamais mis de côté l'exigence et qui pourtant ont réussi à ouvrir leur musique à tout le monde. C'est merveilleux, ça. Hein. Ah, ça, c'est magnifique. Et vraiment, c'est la quête de ma vie. Je pense que si on rediscute encore ensemble dans 15 ans, quand j'aurai peut-être encore quelques albums derrière moi, je te dirai la même chose. Comment réussir à allier les deux ? Parce que quand on est exigeant, quel est le problème de l'exigence ? C'est que parfois, on va mettre de l'arrogance là-dedans. On va prendre les gens de haut et on va dire, mais non, en fait, c'est pas pour toi. T'es pas capable de comprendre, t'es pas capable d'apprécier ce vin, t'es pas capable d'apprécier cette musique. C'est ce paradoxe en fin de compte. Voilà. Et à côté de ça, il y a un autre monde qui est la pop presque industrielle, la pop facile. Et qu'est-ce que font ces gens, malheureusement ? Ils disent la masse n'est qu'un mouton. Les gens sont bêtes. Ils comprennent pas. Donc on va leur faire un peu de soupe, on va en vendre des caisses parce que c'est que comme ça qu'on peut attraper le monde. Et il y a des Nolan qui arrivent qui disent ah non. Quitte à lâcher d'ailleurs leur producteur. Oppenheimer, il faut savoir que c'est ça ce qui s'est passé. Le producteur et Nolan n'étaient plus du tout en phase artistique et il est parti complètement ailleurs sur autre chose. Comme le choix, tu parlais de Denis Villeneuve, d'aller tourner quasi sans fond vert, d'aller à telle période de l'année en Jordanie pour tourner dans le désert parce que la caméra analogique, ou refaire passer les bandes dans de l'analogique. Enfin, Mais c'est exceptionnel. Et c'est des enfants de Spielberg, je pense. Spielberg, il incarne ça. Non, c'est le patron de ça, de dire l'exigence va être au top niveau à 100%, mais on ne prend personne de haut. Tout le monde peut peut-être se retrouver. Un enfant, un adulte, une grand-mère, un grand-père. Ouais, moi, j'adore ça. Et j'ai voulu vraiment mettre ça dans Tout peut durer. Et j'espère que je continuerai à aller chercher. C'est comme un Graal pour moi. Donc voilà, le champagne et le fait d'être ensemble. Champagne pour Tout peut durer. Les amis, je vous encourage réellement à aller écouter Victor Solf. Moi, j'ai une prémonition. Pour moi, c'est victoire de la musique. Il y a ta singularité, ton identité, ton parcours et ta personnalité, ta gentillesse, cette curiosité. Merci encore de prendre ce temps. Ton temps aussi est précieux et je me régale de cet échange, beaucoup. Pouvoir parler musique et pouvoir voir justement qu'on a cette capacité de sortir aussi de notre zone de confort et de parler, si voilà, vas-tu accepter une émission qui parle vin ? Eh ben c'est chouette, on est en train de le faire et j'espère que vous vous régalez, peu importe où vous vous trouvez quand vous écoutez ces mots. On arrive à la fin de l'émission et je sais que toi il va falloir que tu te prépares, donc je ne voudrais pas te mettre en retard. Juste avant qu'on enchaîne sur la question finale, 2 bonnes adresses où tu aimes justement te régaler, où il y a une bonne cuisine, des bons vins. Ah bien sûr. Il y en a même 3 qui me viennent comme ça naturellement. C'est le Jardin des Saveurs à Landerneau. J'habite là-bas et j'aime beaucoup le chef, j'aime beaucoup l'endroit. C'est quelqu'un de hyper exigeant et en même temps la recherche d'être accessible qui me touche beaucoup. J'ai parlé un peu plus tôt de l'hôtel-restaurant de La Butte. Qui est donc a déjà une étoile et qui, je trouve, mériterait complètement une 2e. C'est un de mes plus grands coups de cœur. Et ensuite, je peux parler de l'hôtel Sainte-Barbe, qui est au Conquet, qui a aussi un restaurant. Alors, s'il n'est pas étoilé, je serais très déçu parce que c'était magnifique. Le Conquet, le bout du monde. Le bout du monde. Et cet hôtel vaut le détour parce que on est vraiment. C'est une vue panoramique sur l'océan et moi je me baigne dès que je peux. J'aime beaucoup me baigner dans l'Atlantique. J'ai l'impression d'appuyer sur le bouton reset, de vraiment me ressourcer de la tête aux pieds. C'est normal, elle est en ce moment à 8 degrés mais c'est magnifique et de pouvoir vivre ça là-bas à Sainte-Barbe, c'est trois lieux qui se valent, hein. Eh bien voilà, vous connaissez la chanson les amis. On retrouvera tes bonnes adresses sur l'un des posts liés à l'émission sur Instagram. Comme ça, on aura une petite trace, parce que c'est ça aussi les podcasts. Et pourquoi j'ai eu envie de créer cette émission, c'est pour garder des traces de ces échanges
Et puis bon, vu qu'on aime bien le partage, eh bien voilà, on peut les écouter sur les plateformes. Continuez d'ailleurs à vous abonner, à mettre des petites étoiles. Hein. Merci pour tout. Bon, ça y est, c'est la question finale. Jingle. 1 million. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Alors, c'est pas la question à 1 million, mon cher Victor. Mais déjà, permets-moi une nouvelle fois de te remercier pour ton temps et pour ce moment de qualité pour lequel j'ai pris énormément de plaisir. Moi aussi. Et c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que le vin dit de toi ? Oh, wow. Là c'est pas vrai. Qu'est-ce que le vin... Est-ce que tu veux que j'annonce à la Rock School qu'on va devoir décaler le concert ? Non. Qu'est-ce que le vin dit de moi ? Moi, je pense que je sais pas. J'ai pas envie d'être chauvin ou quoi que ce soit, mais malgré tout, quand tu me parles de qu'est-ce que le vin dit de moi ? Moi, il me rappelle à quel point, malgré ma double culture, donc franco-allemande, je pense que je me sens profondément français. Parce que j'ai un attachement gastronomique, quoi, voilà, avec le vin, mais aussi avec la nourriture, qui est vraiment français. Et j'en parle parce que ça m'est arrivé par le passé avec Her de voyager, de quitter la France, et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de manger autre chose, de boire autre chose. Mais quel bonheur de revenir et de regoûter un bon vin, de regoûter un bon plat français. C'est fou, mais on a une chance incroyable. On parlait du petit Renaud, ici, il était là avec nous, il serait tellement d'accord. On vit dans un pays d'une diversité gastronomique et qui est magnifique. Et donc, qu'est-ce que le vin dit de moi ? Moi, le vin m'évoque mes racines françaises et mon amour de la France. Bon, qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus, les amis ? Non, peut-être, si je devais, et je pense que c'est pas utile, ajouter un petit grain de sable, mais peut-être pour faire une colline, une dune. Cher Denis Villeneuve, dune 3 bientôt, espérons-le. Non, j'aurais envie de parler en tout cas de cette sensibilité qu'on ressent. Et le soin justement que tu as appris à imaginer, à concevoir des accords tout à l'heure avec les vinyles, et ton amour pour les belles choses et les moments joyeux. Complètement. Mais après, tu sais, moi j'ai une forme de je suis presque pudique par rapport à l'autopromotion. C'est pour ça que mais c'est vrai que quand je pense à des discussions que j'ai pu avoir avec Pierre Gaillard sur le fait de parfois ne pas être obnubilé par le court terme, mais penser à ce que on va faire sur le très long terme, sur qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace. Le legacy. Exactement. Et que il faut réussir à parfois, quand on est créateur comme ça, à prendre du recul et à dire qu'auquel exigence parfois va prendre du temps et de l'énergie. Mais on s'inscrit quelque part après, peut-être. Je pense qu'on va se quitter sur ces très jolis mots. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, c'était super, très intéressant. Très intéressant. Et tu sais que tu pourras suivre l'aventure Glouglou tous les mois, un nouvel épisode pour le moment, et ce travail aussi de plus en plus exigeant, parce que l'envie de transmettre ces belles rencontres à toutes celles et ceux qui appuient sur play. Et qui lance ces petits épisodes où on parle vin autrement. Victor, je te souhaite le meilleur. Merci. Le 3 avril, il y a une date. La Cigale, très important. La Cigale à Paris. Il y a plein d'autres dates partout en France. Donc, évidemment, on vous mettra aussi un petit lien et un petit pont pour accéder à ton compte Instagram et à ta musique. Ça, c'est très, très important. Soutenez les artistes en live, les amis. Et de la même manière, allez voir les vignerons. Voilà, c'est important. Parce que j'ai beaucoup aimé lorsque tu disais qu'un album, c'est 3 ans de travail. Et en fin de compte, tu vois, on a goûté un vin. Il y a eu 3 ans de travail avant que, pareil, ils sortent juste avant Noël dernier. Et ça aussi, c'est l'artisanat. C'est peut-être ce lien aussi qu'il y a entre les deux univers, l'artisanat et cette recherche de transmettre. Bon, Victor, qui aimerais-tu retrouver sur Glouglou ? C'est encore une autre question très intéressante. Là, récemment, j'ai beaucoup aimé l'album de Laura Cahen, qui est une artiste française qui a aussi, comme moi, vraiment un pied en Angleterre, aux États-Unis. Ça fait partie on le ressent beaucoup dans sa musique, de sa manière de composer. Elle, je pense que c'est une grande fan, notamment de Adrian Lenker,
de Big Sif, et je pense que elle pourrait vraiment te proposer une interview très intéressante. Je pense. Je ne sais pas si je ne connais pas sa consommation, je ne connais pas son amour du vin, mais j'entends très clairement son amour de la musique, son amour de l'artisanat et de prendre le temps de bien faire les choses. Bon, on va prendre le temps de se renseigner, de mener la petite enquête et de découvrir son univers. Merci Victor. Non, merci à toi. Je souhaite le meilleur aussi à Glouglou. T'es adorable. Bon, les amis, vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Buvez bien, buvez bon. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Pour une fois, je comprends tout. Ah merde! Arrête ton cirque! Spider Glouglou, Spider Glouglou.